Bonjour à toutes et à tous, je suis Édouard Bonamour et vous écoutez le podcast de Perds pas ma page, un podcast qui vous fait découvrir la bibliothèque idéale des artistes que vous connaissez ou que vous allez découvrir. Cet épisode est réalisé en partenariat avec la Fnac à l'occasion de Fnac Live Paris qui se tiendra du 29 juin au 1er juillet sur le parvis et dans les salons de l'Hôtel de Ville de Paris. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir un petit génie de la musique électro, le compositeur de talent Superpose qui vient de sortir un sublime 3e album, Nova Cardinal. Il faut se laisser hypnotiser par les morceaux de Superpose, c'est un album dans lequel il faut prendre le temps de se plonger, mais si vous acceptez le voyage, c'est tout un monde qui s'offre à vous. On va découvrir ensemble quelques-unes des lectures favorites de Superpose. Alors c'est parti pour ce nouvel épisode de Perds pas ma page. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Superpose. Bonjour, tu peux m'appeler Gabriel. Je peux t'appeler Gabriel ? Ouais. Ok, très bien. Salut Gabriel. Je te redis en 2 mots le principe du podcast. Je fais toujours ça avec tous mes invités. Tu m'as donc donné quelques titres de romans, d'essais, de BD et de recueils de poésie. Et l'idée, c'est d'en parler pendant un peu plus d'une demi-heure. Pas du tout pour me faire une étude de texte. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir en quoi ça t'a touché, pourquoi tu as choisi ces livres-là et surtout, tu nous donnes envie de les lire aussi. C'est ça le plus important. Je vais faire de mon mieux. On en a quelques-uns juste là devant nous. Tu veux commencer par lequel ? Je vais commencer par, je dirais, le plus connu, qui est L'Appel de la forêt de Jack London. Allez. Dans ma sélection. Dans une traduction très particulière. Oui, voilà, ça c'est assez important. C'est la traduction de Jean-Pierre Martinet. Est-ce que tu peux déjà me dire comment tu l'as découvert, ce livre ? Je l'ai découvert, on me l'a offert. C'est vrai que c'est un classique. Ouais, on me l'a offert. J'ai découvert Jack London par un petit récit qui s'appelle Construire un feu. Okay. Qui est d'ailleurs donc To Build a Fire, et qui a donné un titre sur mon dernier album. Et on m'a offert L'Appel de la forêt, il y a donc cette traduction-là, je dirais l'année dernière ou il y a 2 ans. Okay. En me disant, mais t'es passé à côté de ça, tu devrais lire cette traduction, c'est la plus proche du texte de Jack London, elle est crue, elle est pas édulcorée, et elle va pas dans le sens du marketing qui a été fait autour de ce récit pour le rendre, on va dire... un peu conte pour enfants, quoi. Exactement. Ouais. Parce que c'est pas ça, parce que c'est un récit violent, c'est un récit sur l'hérédité sauvage, ouais. Sur la mort, sur la survie, ouais. Et c'est pas un joli conte pour enfants sur un chien dans la neige, quoi. Non. Est-ce que tu saurais, juste pour ceux qui nous écoutent et qui l'auraient peut-être pas lu, mais tu saurais me dire un peu l'histoire en quelques mots, quoi. C'est l'histoire d'un chien qui est capturé, d'un chien de traîneau qui est capturé par des marchands, on va dire, malhonnêtes, pour être vendu pour les expéditions dans le Grand Nord américain, et qui est un chien qui était un chien domestique, et qui donc va être capturé et vendu pour devenir un chien de traîneau, et qui au fil de son il va être exploité, en fait, clairement exploité, et au fil de son parcours dans la forêt et en tant que chien de traîneau, on va dire sa nature ancestrale va se réveiller en lui, alors que c'était un chien docile, domestiqué, qui aimait les humains, et il va se révéler de plus en plus violent pour pouvoir survivre. Tout ça étant une métaphore de la nature qui reprend le pas sur la civilisation, en fait, en quelque sorte. Ouais. Est-ce que ça te semble ça me semble excellent comme c'est une bonne ça me semble très bien comme résumé. Ok. Qu'est-ce qui t'a marqué vraiment dans ce récit ? Alors déjà, moi j'aime beaucoup les récits qui se passent à la fin du 19e et au début du 20e. Tu vois, j'avais choisi, on va peut-être pas en parler, mais j'avais pensé à L'Or de Blaise Cendrars. J'avais pensé l'Amérique du 19e et du début du 20e, ça me touche beaucoup. Okay. Cette Amérique de la découverte, la violence de la ruée vers l'or, la violence des expéditions dans le Grand Nord. Je me suis regardé The Revenant il y a pas longtemps. Enfin, c'est toujours, j'ai une esthétique qui m'a toujours plu. C'est un récit que je trouve
très fort. J'ai été marqué par le début du livre, par il y a plein de moments clés, mais dès le début, quand il se retrouve dans un enclos avec plein d'autres chiens et que c'est très violent et qu'ils se tuent, en fait, que les chiens se battent et se tuent, et que lui il sent qu'il va devoir alors qu'on lui a jamais appris ça, qu'il va devoir apprendre la violence trop tard dans sa vie. Ça m'a marqué, parce qu'on fait mille analogies avec quand on grandit dans un milieu assez protégé, avec des gens gentils et bien élevés, etc. Et puis que même à des choses très simples de la vie, de la scolarité, de se retrouver dans un groupe, d'avoir grandi dans un milieu assez clos, et de se retrouver d'un coup dans un groupe avec des gens qui n'ont pas du tout le même parcours, et donc d'apprendre sur le tard des choses qui nous paraissaient, dont on pensait ne jamais avoir besoin dans la vie. C'est ce que vit ce personnage. Donc c'est un chien, mais de fait on oublie quand même assez. Voilà. Ça m'a beaucoup marqué. Ensuite, les grandes descriptions des paysages. Et puis, ce qui est très marquant, mais c'est plutôt à la fin du récit, c'est ce fameux appel de la forêt. Donc, mais bon, je pense qu'on peut parler. On n'est pas là pour. Je m'en fiche de spoiler. C'est l'appel de la forêt de Jack London. Non, mais il y a une scène très marquante où il va. Où il rentre dans les bois, quoi, et où il devient cette espèce de loup, et où il a complètement oublié qu'il avait un jour été, entre grands guillemets, civilisé. Ouais. Et qu'en fait il découvre que cette civilisation-là, ce que ça nous dit, c'est que la civilisation, c'est aussi une prison et un carcan. Je trouve que c'est un récit aussi il y a quelque chose d'un peu punk, je trouve que d'affirmer le triomphe de la nature violente sur la civilisation, c'est un livre qui est un peu qui est anti-système à un certain endroit, quoi. Ouais. Moi j'aime bien ça. Il s'émancipe de son statut de chien domestique bien élevé et gentil toutou. Ça, c'est une première étape. Mais ensuite, il est capturé, il est exploité par les hommes, et il s'émancipe une deuxième fois de son statut de bête sauvage exploitée. Et il devient une sorte de... Oui, il se transforme en une sorte de loup majestueux. Enfin, moi, quand je l'ai lu, d'un coup, j'ai l'impression qu'il avait... Une aura... qu'il faisait 10 fois sa taille, qu'il brillait, qu'il était devenu... comme une sorte de figure mythologique. C'est vrai que Jack London, c'est hyper violent, hein, en fait. C'est très violent. C'est toujours un peu violent. Ouais. C'est très violent. Moi, j'ai découvert avec Construire un feu. Construire un feu, c'est l'histoire d'un homme qui est perdu dans le même décor que celui de l'appel de la forêt, qui a mal calculé son coup, qui se retrouve pris dans le froid et qui va essayer de faire un feu pour survivre. Spoiler, il n'y arrive pas et il meurt. Et c'est d'une violence, et c'est cru, et c'est magnifique en même temps. Et donc ça a donné un des titres de ton dernier album. Ouais, j'ai nommé... après, moi je fais une musique instrumentale, donc il n'y a pas de récit. Mais... quand même, ça raconte quelque chose, non, quand même. Oui, ça raconte quelque chose, mais c'est pas à moi de donner les clés de ce que ça raconte. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut parler justement de ton dernier album un petit peu déjà ? J'aimerais bien que tu me parles du titre de cet album. Oui. Donc c'est un album qui s'appelle Nova Cardinal, qui est un titre que j'ai choisi d'abord pour sa puissance évocatrice et le rêve qu'il m'inspire. C'est pas un titre qui décrit quelque chose en particulier. J'ai l'impression que Nova Cardinal, ça pourrait être donc évidemment une sorte d'étoile du berger, la Nova Cardinal, mais ça pourrait être aussi une plage perdue en Italie. Ça pourrait nous faire penser à du latin, à quelque chose d'ancien et de solennel. Ça pourrait... Voilà, c'est un titre que j'ai choisi pour ça. Ouais, parce qu'il appelle au rêve, et comme j'écris pas de texte et que mon album n'est pas conceptuel, ne porte pas d'autre chose que la musique qui nous fait entendre, j'avais envie d'avoir un titre qui soit beau, qui nous fasse rêver, mais qui soit ouvert sur le sens. Et on va écouter Parabelle. Ouais. Alors tu me disais justement, c'est pas à toi de
C'est pas à toi de raconter ce que peuvent évoquer tes titres, mais est-ce que tu peux me dire un petit peu comment c'est composé ce morceau, dans quel état d'esprit tu l'as composé justement? En fait, donc c'est un album qui a été composé pour former vraiment un tout. Les morceaux s'enchaînent, sont dans la même tonalité, et des thèmes qu'on découvre dans certains morceaux reviennent dans d'autres. Voilà. Donc c'est un album qui a été composé, je dirais, sur un temps assez long, et en trouvant plein de thèmes mélodiques qui ont ensuite été répartis sur la frise du récit. Mais Parabelle, c'est un morceau que j'aime beaucoup et qui me tient à cœur, qui est le premier thème que j'ai trouvé, qui m'a fait dire que je tenais quelque chose pour faire un album. Et c'est un morceau qui est bien à l'image de l'album, dans lequel il y a une mélodie de piano assez classique, assez évidente, une structure assez progressive, et en même temps beaucoup de sons assez abstraits, scintillants, un peu liquides. Ouais. Voilà. Donc c'est un album qui serait un morceau qui serait un bon résumé de l'album. J'avais envie de faire quelque chose avec beaucoup d'air, qui soit, je dirais, doux à l'écoute, mais en même temps qui nous porte, qui soit emmené, qui puisse ressembler quelque part à un de ces paysages du Grand Nord, quelque chose de doux qui cache quelque chose, quoi, dont il faudrait quand même un petit peu se méfier. Allez, on écoute Parabelle. Comme on parlait de Nova Cardinal, ton album, on va continuer avec Cardinal des loups. Oui, en fait, c'est un long texte poétique d'une 60aine de pages de Maxence Amiel. Voilà. Cardinal des loups, donc c'est sorti aux éditions de La Crypte, qui est une petite maison d'édition de poésie contemporaine. C'est un récit, pareil, d'émancipation. C'est marrant, j'avais jamais fait le rapprochement. C'est un récit d'émancipation, alors très abstrait, faut se laisser porter. Parfois l'écriture est assez difficile. Il y a des phrases qui sont assez étranges, qui sont vraiment très déconstruites, même dans la syntaxe. Mais il faut se laisser porter, faut pas en avoir peur, faut pas chercher à tout comprendre, faut lire, et en fait tout se délie petit à petit et se dénoue, et on commence à comprendre le récit d'émancipation de cet homme, qui est un homme qui quitte un endroit. En fait, c'est une sorte d'appel de la forêt, mais c'est marrant, là je suis en train de me dire ça, il quitte un endroit qui serait, on imagine, sa famille, sa maison, la ville, enfin quelque chose de l'ordre de la civilisation contemporaine, pour se rendre au Cardinal des loups. Le Cardinal des loups, c'est un lieu qui nous est décrit, mais jamais physiquement, qui nous est décrit par les sensations, par les règles qu'on y trouve, enfin surtout les non-règles d'ailleurs qu'on y trouve. C'est un homme qui cherche ce chemin, qui est en fait un chemin qu'on ne peut prendre qu'à l'intérieur de soi, qui nous dit comment aller chercher la liberté, comment s'émanciper,
au prix d'une grande solitude, parce qu'au Cardinal des Loups, il est quand même tout seul. Okay. Enfin, il se fait plein d'amis, mais ses amis, c'est le vent, les nuages, la mer, des personnages, le golem aussi. J'aimerais bien, si tu me laisses le temps de chercher, lire un petit extrait. Vas-y. C'est un homme qui fera tout pour s'émanciper, et il écrit « La somme des armées de ce monde et du monde prochain ne m'eût pas fait dévier de mon espérance. » Je trouve ça beau. Sur la force, ce qu'on peut trouver en soi quand on est convaincu. Ma sœur la lune, comme s'il n'avait pas suffi que nous soyons orphelins, nous voilà apatrides et dans le cœur des foules coupables. Pareil sur comment s'émanciper face au regard des autres. Ça, je trouve ça magnifique. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un récit qui est pas moralisateur, parce que j'aime pas. Ça peut aussi être les récits sur s'émanciper de la civilisation. Ça peut aussi nous faire la morale. Et moi, je déteste ça. Et là, c'est un récit qui nous fait pas du tout la morale, qui nous dit pas que qui nous dit pas la voie à suivre, ce serait de retourner à l'état sauvage et de laisser tomber la matérialité ou je ne sais quoi. Ça nous dit pas ça. Ça nous dit c'est à l'intérieur de nous. Et en fait, on comprend qu'il vit quand même dans le monde, mais qu'à l'intérieur de lui, il a trouvé un espace plus grand. J'aime bien cette phrase. On est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur, quoi. Ça, c'est un livre qui nous fait sentir plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà, Maxence Amiel, Cardinal des Loups. Cardinal des Loups, le titre est hyper beau en plus. Je me demandais juste, parce que tu me parles beaucoup des mots, justement en me disant il faut se laisser porter par les mots, etc. Est-ce que toi, dans ta musique, justement, t'es compositeur, mais est-ce que tu t'es jamais dit, tiens, j'aimerais bien aussi qu'il y ait des mots aussi, mettre des mots? Oui, alors j'ai écrit des textes. Sur l'album Nova Cardinal, il y a le tout dernier morceau qui s'appelle Song for Abel. C'est une chanson avec un texte et j'ai enlevé le texte pour en faire une comptine instrumentale. Donc la partie de voix est murmurée, mais le texte a été enlevé et il a été utilisé comme un calque à la fois de structure de métrique, de strophe, de vers, et en même temps d'une certaine émotion, parce que c'est une chanson qui raconte l'attente de la naissance d'un enfant, ce fameux Abel. Et donc pour l'instant, le texte, je l'ai intégré, mais de façon fantôme. Il n'y a que moi qui connais le texte de cette chanson, okay. Mais peut-être qu'un jour, ça viendra. Mais j'ai aussi un rapport à ma musique qui est... j'ai une certaine distance, c'est-à-dire que je n'ai pas le sentiment que la musique est une extension de moi, ou une expression... ou une forme je m'exprime pas forcément à travers ma musique, mais je crée des mondes, et si un jour un monde a besoin de texte, voilà, il y en aura. Je voulais écouter un deuxième morceau. En fait, je voulais écouter un morceau de ton album précédent. Ouais. En fait, je voulais écouter le morceau titre For We the Living. Ouais. Est-ce que tu pourrais m'en parler aussi un petit peu, comment il s'est créé? Le morceau est très fort. Bien sûr. Ça, c'est un morceau que j'adore. C'est un de mes morceaux préférés, je crois, dans ce que j'ai fait. J'avais envie à ce moment-là, je me souviens très bien, de faire une musique un petit peu plus... dans mon échelle de j'allais dire un peu plus violente, mais on pourrait rire, étant donné que c'est quand même assez doux, mais il y a un kick sur tous les temps, les percussions sont assez présentes, il y a un synthétiseur assez gras qui est en boucle, et tout ça vient être un moment, ça monte, et c'est brisé un moment par une série d'accords de piano vraiment très mélancoliques, comme si ma mélancolie, on va dire naturelle, qui est ultra présente dans mon dernier album et qui était peut-être un peu moins dans celui-ci, essayer de reprendre le pas sur le désir que j'avais de faire en gros une musique électronique avec du kick. Et comme si, même si j'essayais d'aller vers ça, le plus possible, je me faisais rattraper par le fait que j'aime les beaux accords de piano, tu vois. Donc j'aime bien. C'est pour ça que le mélange des deux est génial, ça donne un truc qui est magnifique, quoi. Ouais, il y a un truc dans ce morceau qui est que j'ai a posteriori que j'analyse un peu comme ça, que je trouve intéressant. Et ben on écoute For We the Living.
Et ben on termine avec Ravel de Jean Echnoz. Alors moi j'aime beaucoup Jean Echnoz. Déjà parce que ça me fait mourir de rire. Ouais. Et que c'est important. Et que c'est important. Que moi je suis assez sérieux quand je fais de la musique et tout ça. Et que dans la vie, je suis un peu moins à l'image de ma musique, je pense. Et j'adore Jean Echnoz parce qu'il parle. En fait, il est très cynique. Et j'aime bien ça. Pas trop de cynisme, mais le sien, je l'adore. Le sien, je l'adore. Donc Ravel, c'est l'histoire de la fin des 10 dernières années de la vie de Maurice Ravel. Ouais. Quand il est ultra connu, ultra blasé, qu'il est obsédé par son apparence, tout le temps en train de de faire attention à son costume, à son image, et qui perd la tête quoi, petit à petit. Qui devient fou, qui tente une opération du cerveau, qui échoue et qui meurt. Et je trouve ça... Donc déjà, tout le récit est très très drôle. Il est super blasé, il trouve que son œuvre est une escroquerie générale, il trouve que le boléro c'est nul. c'est vraiment marrant. Et l'écriture de Jean Echnoz, elle est super. Et puis je trouve que c'est beau qu'un compositeur comme ça, j'ai envie de dire canonisé, aussi une sorte de première pop star, parce que le boléro c'est presque le premier tube. Tube. C'est un tube quoi, vraiment, voilà. Que ce mec n'arrive même pas à la fin à se souvenir que c'est lui qui a composé tout ça, et qu'on lui ouvre le cerveau pour essayer de l'opérer. Donc ça, je trouve que l'image est très belle, quoi. On ouvre le cerveau d'un compositeur pour essayer de réparer. Et évidemment, ça marche pas. Et parce qu'il y a quand même la musique, c'est un truc étrange. Est-ce qu'on compose vraiment, ou est-ce qu'on révèle des choses qui existent déjà, ou est-ce qu'on Et donc j'aime bien cette idée qu'en fait ça finisse par échapper au compositeur et qui meurt de façon pitoyable en essayant de réparer son cerveau malade. Voilà. Et j'ai choisi ce livre parce qu'il me fait parce que c'est un livre sur la musique, que j'aime lire sur la musique et que c'est compliqué d'écrire sur la musique. Ouais. Je trouve que Jean Echnoz y arrive bien et que Pascal Quignard y arrive bien. Toi justement sur tes compositions, parce que tu me parlais, ça parle effectivement de comment le compositeur aussi voit et appréhende ce qu'il a déjà fait. Tu arrives à prendre du recul toi sur ce que tu fais, Ben oui, je crois. Enfin, en fait, ce qui m'aide à prendre du recul, c'est déjà le fait de pas chanter. Ouais. Et le fait d'être plutôt un agenceur. Et aussi, je suis pas interprète. C'est-à-dire que je compose au piano, mais je suis un mauvais pianiste. Je me concentre pas sur l'interprétation. C'est pas mon. Alors, je suis juste un mauvais interprète. Je suis vraiment. Et donc, comme je compose, je me concentre vraiment sur la compo et la production. Il y a déjà une certaine distance qui, on va dire, s'installe naturellement. Parce que je serais pas comme un grand musicien qui serait habité, possédé au moment de jouer. Moi, j'ai quelque chose de plus de l'ordre de l'architecte. Tu vois, là, on est dans mon studio. Bon, c'est le bazar, mais il y a tous les synthés, le piano, les instruments. Et je construis petit à petit, couche par couche. J'écris donc avec un certain pragmatisme quand même, qui fait que je crois qu'il y a une petite distance. Et la scène alors, parce que justement, donc du coup tu vas jouer au Fnac Live dans les salons de l'Hôtel de Ville. Ça va être quelque chose, non, de se retrouver dans ces salons là qui sont quand même super beaux. Ouais, je suis très content. En plus, les concerts, moi j'ai fait beaucoup de concerts jusqu'en 2018, de 2012 presque à 2018, et j'ai beaucoup tourné. Puis ensuite j'ai pris beaucoup de temps en studio pour faire des musiques de films, voilà. Donc là j'ai pas fait de concert depuis très longtemps, donc je suis très heureux de retourner sur scène dans ce cadre-là évidemment. Et aussi je crois que maintenant j'attribue un caractère un peu plus précieux au concert. Pourquoi alors ? Parce que je pense que peut-être que ça reviendra, mais j'en suis pas là à vouloir partir sur la route, à faire des concerts tout le temps. J'ai envie de faire des beaux concerts de temps en temps, donc c'est d'autant plus rare et précieux pour moi, donc je suis trop content de faire ce concert-là. Je suis aussi très content parce que pour moi c'est une nouvelle écriture, le concert. C'est pas retranscrire simplement ce qu'on a fait sur un disque.
simplement parce que déjà c'est impossible. Le disque que j'ai fait, il y a plein de cordes, de flûtes, des milliards de pistes. C'est un disque qui est très très produit, donc qui serait très compliqué à remettre en scène. Donc c'est une façon aussi pour moi de reconnecter avec la musique vraiment électronique. Ouais. Et en réinterprétant tes morceaux, en fait. Et en réinterprétant les morceaux. Et en utilisant des nouvelles machines, des nouveaux timbres. Voilà. Donc j'ai formé un trio. Il y a un pianiste et un batteur. Et moi, je suis au synthétiseur avec plein de machines, une console, etc. Et il y a toute une réécriture évidemment du dernier album, mais aussi des albums précédents. Et d'essayer de faire cohabiter les mélodies entre elles. De toute façon, moi, j'aime beaucoup ça. Déjà, quand je fais des albums, j'aime que ça s'enchaîne, qu'il y ait une cohérence entre tous les morceaux. Donc on va dire ce sens esthétique que j'ai, je le transpose en live aussi. Donc les thèmes se recroisent, se retrouvent, se mélangent. Pour terminer, je vais te faire un petit questionnaire de Proust. Gabriel, un endroit où tu aimerais fuir? Quand j'ai envie de fuir, je retourne en Normandie. Chez toi? Je retourne à la mer. Ok. À la mer, à la plage. À Varaville, à Cabourg. Là où je suis... Enfin, moi, je suis né à Caen, mais j'ai passé mon enfance sur ces plages-là. C'est là où tu es le plus apaisé? Ouais, je pense. Ta Madeleine de Proust imparable? L'odeur des pins. D'accord. Qui me rappelle mes vacances, qui me ramène tout de suite à une période de vacances dans la petite enfance. En famille dans le sud. Ta drogue favorite? Ma drogue favorite, je dirais l'alcool parce que je me drogue pas. Donc, si tu étais une ville? C'est compliqué, mais j'espère. C'est très prétentieux, mais j'espère Paris. J'aime beaucoup Paris. Je m'y sens bien. On se dit souvent, justement les petites villes, la nature, c'est précieux, c'est rare. Moi, je trouve que la grande ville, c'est rare. Il y en a peu. Ouais. Ça me fascine. Moi qui suis né dans une petite ville et qui ai vécu 20 ans, ça me fascine la grande ville. Donc je sais pas si je serais ça, mais au moins c'est quelque chose qui me fascine. Le métier que tu aurais adoré faire? J'aurais aimé être... Alors maintenant je pense que c'est un peu moins le cas, mais j'aurais aimé être acteur de cinéma. Quand j'étais enfant, je voulais faire du cinéma. Ah ouais? Ouais. En tant qu'acteur? Ouais, en tant qu'acteur. Et aujourd'hui... C'est pas perdu encore? Non, c'est pas perdu, mais je sais pas si j'ai envie aujourd'hui. Mais bon, dans mon enfance, c'était ça. J'aurais aimé faire ça, je pense. Et ta shame song favorite? Ma quoi? Ta shame song. Ta chanson que t'écoutes, tu mets à fond dans ton studio là, mais... Baby Bash, Suga Suga. C'est vrai? Ouais, j'adore ce tube des années 2000, je l'adore. C'est génial. Fan de ce morceau. Trop bien. Écoute, pour terminer vraiment, j'ai pour habitude d'offrir un livre. Alors toi, je t'offre une BD. Trop bien, c'est trop gentil. Que tu as peut-être déjà lu. Non. L'âge d'or de Cyril Pedrosa et Roxane Morel. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, ça me dit rien, c'est adorable. C'est une magnifique bande dessinée. C'est vraiment une très très belle BD qui est sortie il y a 4 ans, je pense. C'est l'histoire en fait d'un royaume. Le roi de ce royaume meurt et c'est sa fille qui est censée prendre la succession. Sauf qu'en fait, il va se passer plein de choses qui vont faire que son accès au trône va être beaucoup plus compliqué. L'âge d'or, en fait, le titre, ça désigne un livre qui est une sorte de légende un peu dont il faut avoir accès pour justement accéder un peu au pouvoir. Mais c'est un livre hyper intéressant parce que évidemment aussi un peu féministe derrière tout ça, mais en même temps cette jeune fille qui veut accéder au pouvoir, en fait elle n'est pas aussi elle va avoir les mêmes travers que tous les hommes, en fait. Super intéressant, hyper beau, les dessins sont magnifiques, et donc voilà, je voulais t'offrir ça. Alors c'est le volume 1, il y a 2 volumes, mais c'est trop gentil. Déjà tu verras si ça te plaît ou pas. Merci, je m'y attendais pas. Tac, l'âge d'or, ça me fait trop plaisir. Bah tiens, moi je t'offre ça, le cardinal des loups. Ouais, cool, comme merci. ça comme je sais que c'est un peu difficile à trouver parfois. Ouais, c'est sympa, merci beaucoup. Ça me fait plaisir aussi. Tu liras ça. C'est trop gentil, merci beaucoup. Non, je t'en prie, merci à toi. Merci beaucoup, Gabriel.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Un épisode, je vous le rappelle, réalisé en partenariat avec la FNAC à l'occasion de FNAC Live Paris. Perds pas ma page est disponible toutes les semaines sur toutes les plateformes, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucun épisode. N'hésitez pas à noter aussi l'épisode sur votre application ou à le partager. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité et d'ici là, très bonne lecture.